Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir. Donc, si vous voulez, s'il y a un truc qui m'agace avec les éoliennes, c'est quand on rencontre quelqu'un qui se dit comme ça, à brûle pour point, t'es pour ou t'es contre? Bon. Enfin, au fond, moi j'étais comme vous il y a 8 ans, je ne savais pas si j'étais pour ou si j'étais contre. Hein. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté les données météo de Saint-Seine-l'Abbaye en Côte d'Or, enfin Saint-Martin-du-Mont à côté, qui était une station météo. J'ai acheté la station météo, les données de la station météo qui est Châtel, de Chargé-les-Grès, puis j'ai commencé à faire des simulations. Sauf que j'ai un doctorat en environnement, donc je savais un petit peu manipuler, faire un programme informatique pour essayer de voir ce que ça allait donner. Et là, je me suis heurté à un problème, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les éoliennes de Saint-Seine-l'Abbaye perdaient de l'argent. Et là, quand évidemment je disais ça dans les réunions du comité de pilotage à Mirbeau, quand on cherchait à faire une zone de développement éolien, tout le monde se foutait de ma gueule, surtout le promoteur, l'ERS. Et jusqu'au jour où j'ai reçu les comptes sociaux de la société éolienne, vous savez, c'est publié, on achète, on paye 50 €, on a les comptes sociaux. Et donc, il était écrit en toutes lettres que le parc éolien de Saint-Seine-l'Abbaye perdait 14,7 millions d'euros. Enfin, ils étaient obligés de provisionner 14,7 millions d'euros parce qu'il était écrit il n'y a pas le vent attendu. Ah. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire mes simulations. Enfin, j'avais commencé mes simulations, mais je n'ai pas été surpris, si vous voulez. Et donc, je suis allé voir à la DREAL à Dijon en disant, ben voilà, c'est fini, on va arrêter là, puisque de toute façon, ça ne marche pas. Et la DREAL, ils m'ont répondu deux choses. Hein. C'est Monsieur Charpentier, hein, c'est l'homme de la DREAL qui s'occupe de mettre des éoliennes partout, Bourgogne-Franche-Comté. Il m'a répondu deux choses. Il m'a dit, si les banques prêtent, c'est que c'est bon. Et puis, en fait, il avait commencé par me dire, nous, on n'est pas formés à lire des comptes sociaux d'entreprise. Bon, bravo. Alors, donc, si vous voulez, c'est vrai que depuis ce temps-là, je suis devenu un opposant. Ceci dit, comme vous allez le voir, pour des raisons, je dirais tactiques d'ailleurs, je vais vous donner des bonnes raisons d'être contre. Mais pour des raisons tactiques, je dirais que l'association que je préside, l'association régionale, n'est pas une association qui a le couteau entre les dents, c'est-à-dire qu'on a des propositions fermes, on dit, voilà, une éolienne, ça doit être à telle distance d'une maison, etc. Voilà. Et donc, j'en reparlerai à la fin, on parle un petit peu au début, j'en parlerai à la fin. Alors, juste deux mots sur cette association. En fait, donc, il y a d'une part des exigences claires dont je reparlerai à la fin pour, je dirais, le respect des gens qui habitent à la campagne. Hein, donc, on le reverra. Ensuite, évidemment, notre rôle, c'est de proposer une assistance aux associations, notamment aux nouvelles associations qui se créent. Je peux vous dire que c'est toutes les semaines. Et vous avez un chapitre qui s'appelle l'aide aux riverains, parce qu'on le verra, c'est pas simple d'habiter à 700 mètres d'une éolienne. Et puis, évidemment, communication interne-externe, je passe un certain temps de ma vie à essayer de parler, de contacter des politiques, des députés, des sénateurs, parce que c'est eux qui font les lois, et je pense que les lois qui sont actuelles sont des lois iniques. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe, comment une éolienne fait une production électrique, et comment ça se présente. On va parler de réchauffement climatique, et on va parler d'énergie propre. Vous allez voir pourquoi. L'éolienne, vous connaissez bien, ça récupère, c'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique, hein, 1,5 de MP2, c'est à la base, c'est-à-dire que l'énergie, on récupère l'énergie du vent, hein, le vent, ça pèse 1,293 grammes au litre, et donc c'est cette énergie qui vient taper les pales d'éoliennes qui vont faire que l'éolienne va tourner. Donc c'est proportionnel au départ à la vitesse du vent au carré. Il se trouve que quand vous faites intervenir la surface balayée par la pale, c'est-à-dire que c'est la masse d'air qui va traverser votre éolienne à un instant donné, elle est proportionnelle à la vitesse du vent au cube et à la longueur des pales au carré. Ça veut dire quoi? C'est proportionnel à la surface balayée par les pales et c'est proportionnel à la vitesse du vent au cube. Donc, si vous voulez, quand on vous dit on va augmenter, on va agrandir une éolienne pour aller chercher plus de vent en altitude, c'est vrai et c'est faux.
En fait, la véritable raison, la raison principale, c'est que l'énergie qu'on récupère d'une éolienne est proportionnelle à la vitesse du vent au cube, mais aussi et surtout à la surface balayée par les pales. Donc vous comprenez que quand vous passez de pales qui font 50 mètres de longueur à des pales qui font 65 mètres, eh bien vous dépassez, c'est plus qu'un hectare d'air qui va être balayé, et donc effectivement vous augmentez l'énergie que vous allez pouvoir récupérer d'une éolienne. Alors, comment ça marche? Ça marche d'abord qu'il faut avoir un petit peu de vent pour que ça démarre. Parce que dans une éolienne, il y a beaucoup d'actionneurs, il y a des tas de moteurs électriques, si vous voulez. Et donc, il faut que l'éolienne puisse tourner sur elle-même, il faut que les pales puissent être orientées en fonction du vent. Vous savez que chaque pale est orientée comme ça. Et donc effectivement, il faut un minimum de 3 mètres secondes, disons, pour que ça démarre. Et encore, si vous voulez, je tiens ça à votre disposition, mais l'intervenant explique qu'au départ, il faut faire démarrer l'éolienne au moteur. Et puis ensuite, hop, elle devient autonome. Et donc si vous voulez, il faut déjà atteindre une vitesse de 4 à 5 mètres par seconde pour que ça commence à vraiment devenir intéressant. Et vous apercevez que la puissance, alors donc en ordonnée, vous avez la puissance que vous allez pouvoir récupérer de l'éolienne, et en abscisse, vous avez la vitesse du vent. Donc, il va falloir avoir un vent de plus de 10 mètres par seconde pour arriver à la pleine puissance. Hein. Et puis, c'est ce qu'on va revoir, par exemple, pour l'aéroport de Tilly-Châtel, qui est dans des conditions très semblables à ce que vous connaissez ici, eh bien, si vous voulez, pour avoir une vitesse supérieure à 11,5 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on a 100% de la puissance disponible, eh bien, ça va se présenter 4% du temps. Hein? Attention, à 125 mètres de hauteur, hein, pas à 120 mètres de hauteur, pas au niveau du sol. Hein. Donc, on a fait une correction pour tenir compte du fait qu'effectivement, la vitesse augmente en fonction de l'altitude. Bon. Et puis, en revanche, pour avoir, disons, le tiers de la puissance de l'éolienne, eh bien, il faut atteindre une vitesse de 7 mètres par seconde, et ça se produit à peu près 29% du temps à Tilly-Châtel. Et donc, globalement, si vous voulez, le facteur de charge, ce qu'on appelle le rendement global de l'éolienne, sera plutôt proche de 23%. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'une éolienne tourne qu'elle produit de l'électricité, puisqu'au départ, on l'a fait tourner, d'accord? Mais si elle tourne, s'il y a peu de vent, eh bien, elle aura un petit couple moteur, et donc elle engendrera une petite puissance. Et puis, au fur et à mesure, plus il y aura de vent et plus la puissance sera importante jusqu'à atteindre la puissance nominale de l'éolienne. Voilà. Donc, quand on vous dit l'éolienne tourne 80% du temps, ça vérifié, mais quand bien même ce serait vrai, une éolienne qui tourne, ça veut pas dire que c'est une éolienne qui rapporte. Parce que, je vous le signale, tant qu'elle ne tourne pas, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle trouve son électricité? Sur le réseau, forcément, hein, il faut bien qu'elle la trouve quelque part. Bon. Donc, je pense que c'est important de comprendre les principes de base, si vous voulez. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les éoliennes sur les hauteurs? C'est pas pour qu'elles se voient plus, quoique, quelquefois, je me demande si les politiques, je crois qu'ils aiment ça. Bon. Mais, en fait, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet Venturi, c'est-à-dire que quand les veines d'air arrivent contre disons, une aspérité, contre une hauteur, à ce moment-là, elle se resserre, et donc l'air n'a pas d'autre choix que la vitesse de l'air augmente un petit peu. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va mettre une éolienne en hauteur, sur le haut d'une colline, et puis, en plus, si vous voulez, ça a la caractéristique d'améliorer un petit peu le profil du vent, c'est-à-dire que le profil du vent, il est plus rectangulaire à droite qu'à gauche. Vous voyez? C'est-à-dire que vous allez avoir une vitesse qui sera plus homogène. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on installe les éoliennes sur le haut des collines. Alors maintenant, comment on se situe? Mais ça, je pense que vous l'avez déjà vu dans ce schéma-là. Comment on se situe en France? Ben, vous voyez, j'ai mis en vert foncé notre région Bourgogne-Franche-Comté. Et on s'aperçoit, plus c'est clair et moins il y a de vent, et plus c'est soutenu comme couleur, et plus il y a de vent. Bon, on n'est pas surpris qu'en Bretagne, dans la Manche, et puis en Méditerranée, il y a beaucoup de vent.
on savait moins que nous, finalement, on est dans la région la moins ventée de France. On peut le dire parce que, effectivement, la région Occitanie a un petit peu de bleu foncé, nous, pas du tout. Ok ? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se situe sur la première ligne, là, ici, à savoir qu'en fin de compte, on a des vitesses de vent qui sont faibles. Et ce qui est intéressant dans le tableau qui est là, c'est que la première colonne, c'est au-dessus de bocages denses de bois et de banlieues. On s'aperçoit que la vitesse du vent est 1 mètre seconde de moins qu'en race campagne. C'est-à-dire que la rugosité au sol créée par les boisements fait que la vitesse du vent est réduite par la forêt de environ 1 mètre seconde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on voit finalement, c'est vrai aussi dans la 2e classe, la 3e classe, la 4e classe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout à fait, qui est constant. Donc, si vous voulez, déjà, mettre une éolienne en forêt, c'est pas de bol, vous perdez de l'énergie. Bon, ça commence mal. Alors, vous me direz, je connais des endroits, comme à Mont-sous-Vaudrey, où ils sont en train d'étudier, de carrément faire des couloirs, c'est-à-dire qu'ils se proposent de détruire des centaines d'hectares pour que, véritablement, l'éolienne soit face au vent. Vous voyez, bon. Alors, autre problème, le vent, ça c'est un enregistrement du vent. Alors, au fond, on n'est pas surpris. Vous savez bien qu'il y a 3 jours, on disait, t'as entendu le coup de vent cette nuit? Parce qu'il y a 3 jours, ça a soufflé. Mais le problème, c'est que quand le vent souffle, ici, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Ça veut dire que quand il ne souffle pas, on s'en... Enfin, vous voyez, quoi, il y a quelque chose là qui est déjà un peu suspect. Bon. Alors, vous me direz, oui, la vitesse du vent, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut peut-être maintenant regarder quelque chose de plus sérieux. Alors, effectivement, c'est plus intéressant de regarder directement l'énergie électrique produite par toutes les éoliennes de France pendant un certain temps. Donc ça, c'est le mois de septembre 2012, mais ça, vraiment, ça n'a aucune importance, que ce soit 2012 ou 2018. Et donc, ce que vous vous apercevez, c'est que vous avez un régime qui est hautement aléatoire. En tout cas, qui varie très brusquement. Très brusquement, hein, vous voyez, c'est un mois de données. Et donc, on s'aperçoit que alors, la puissance installée moyenne, elle était de presque 7000 mégawatts, pardon. Et donc, la puissance moyenne qu'on récupérait, c'était 127 mégawatts, c'est le trait vert que vous voyez. Et en dessous, le trait bleu, c'est ce qu'on appelle la puissance garantie. Et la puissance garantie, c'était quasiment plus rien. Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a des moments où on ne peut pas compter sur les éoliennes pour produire du courant, puisqu'il n'y a pas de vent. Et, alors vous allez me dire, mais oui, mais si, parce qu'on m'a dit que quand il y avait du vent en Bretagne, il n'y en a pas en Méditerranée, mais qu'éventuellement, quand il y en a en Méditerranée, il n'y en a pas en Bretagne. Ben écoutez, non, parce que si c'était vrai, ben, il n'y aurait pas ça. Hein. Vous auriez tout le temps une puissance disponible, ce n'est pas le cas. Ça, c'est toutes les éoliennes de France. Maintenant, il y a un certain monsieur Jean-Marc Jancovici, dont on va reparler, qui dit, et qui est un spécialiste, véritablement quelqu'un qui est reconnu par tout le monde et qui fait partie maintenant du Haut Comité sur le climat qui vient d'être créé. Et donc, il dit, en Europe, il n'existe pas d'effet de compensation entre le nord et le sud. Ça veut dire que même en faisant l'hypothèse qu'on arrive à partager notre électricité, on aura toujours ce problème des hautes pressions qui finalement s'appliquent à l'ensemble de l'Europe. Hein, moi, j'ai un fils qui a habité Munich longtemps, et ben, quand j'ai appelé, on avait grosso modo le même temps, voilà, à quelques degrés de près. Quoi. Alors, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que, à partir du moment où vous produisez une électricité qui est, pour le moins, qu'on puisse dire, instable. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, on doit produire à tout moment l'électricité qu'on consomme. Donc, EDF a une forte habitude, c'est-à-dire qu'ils savent très très bien à quel moment, non pas vous et moi, on va allumer notre télévision, mais à quel moment tous les Français de France, enfin, on peut savoir statistiquement en moyenne à quel moment ça va se produire, et donc EDF sait créer l'électricité adéquate au moment T, hein, seconde par seconde. Voilà. Et donc, de fait, quand vous disposez d'une électricité qui ressemble à ça,
bah, il va falloir faire quelque chose. Donc, si vous voulez, vous avez d'une part, vous avez une production de base. Alors, faisons l'hypothèse que vous cherchez à produire que pendant une demi-heure, la consommation est constante en France. Donc, vous avez besoin de remplir ce besoin-là. Donc, il y a une partie qui est fournie, disons, par le nucléaire, la base. OK ? Ensuite, eh bien, il va falloir fournir le reste, ce qui manque. Donc, si l'éolien vous fournit la partie qui est en vert ici, donc vous avez ça, mais maintenant il faut compenser et créer ce qui va vous manquer pour répondre à la demande. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir créer une électricité variable avec les moyens qui sont adaptés, c'est-à-dire des centrales thermiques fossiles. Voilà. Les meilleures étant les centrales à gaz, c'est celles qui répondent véritablement le plus rapidement. Donc, vous comprenez que, en fin de compte, une énergie renouvelable comme le vent ne peut pas se suffire à elle-même. C'est impossible. Ou alors, il faut que nous, on adapte notre mode de vie au moment où le vent souffle. Ça ne va pas être simple. Hein. Alors, donc je vous l'ai dit, enfin je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, mais les seuls moyens de stockage qu'on a, et c'est pas rien, mais c'est très peu, c'est ce qu'on appelle les steppes, c'est des stations par pompage, à savoir qu'on prend de l'eau qui est dans un réservoir en basse hauteur, on le monte à 200 mètres plus haut, et puis donc quand on a trop d'électricité, on monte l'eau dans notre réservoir, et puis quand on a besoin d'électricité, on la turbine et on fait de l'électricité. Alors, ça marche très bien, mais le problème c'est que les quantités dont on a besoin n'ont rien à voir avec celles qui sont disponibles. Il n'y a rien à voir. Alors, c'est la même chose d'ailleurs avec les batteries ou tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a toutes sortes de calculs qui ont été faits pour dire, supposons qu'on essaye de garder la consommation des Français pendant ne serait-ce que 6 heures, on arrive tout de suite à des aberrations en termes de stockage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire. Alors, si vous voulez, il se trouve que dans mon passé, j'ai enseigné la thermodynamique, c'est-à-dire la science des échanges d'énergie. L'énergie, c'est aussi bien du travail, c'est-à-dire un moteur qui tourne, ou de la chaleur qu'on fabrique. Eh bien, à chaque fois, il y a des pertes, il y a des rendements, hein, et de fait, si vous voulez, très vite, ça se dégrade. Voilà. Donc c'est très complexe. Alors, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, on ne peut pas mettre l'éolienne. Vous vivez tranquille sans éolienne, à condition que vous soyez à plus de 25 km d'une ligne à haute tension. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire de l'électricité. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se brancher sur une ligne à haute tension, et à ce moment-là, on l'envoie sur le réseau. Et là, on commence à s'échanger l'électricité en France et ensuite entre pays européens. Hein. Il y a comme ça de l'électricité qui boucle. C'est assez curieux. Hein. Donc, il y a cette idée que peut-être quelqu'un va en avoir besoin. On va en reparler de ça d'ailleurs. Ensuite, automatiquement, on s'aperçoit que, on l'a vu, il faut compenser, il faut faire quelque chose. On ne peut rien faire avec cette électricité qui est fatale, comme dit la Commission de régulation de l'énergie. On ne sait pas quoi faire avec. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer, alors ça, l'Europe de ce côté-là s'est inventé. On a inventé soit ce qu'on appelle des mécanismes de capacité, c'est-à-dire qu'on va payer des opérateurs qui ont des centrales à gaz, on va les payer pour qu'ils maintiennent les feux et que finalement, au bon moment, ils s'actionnent. Pourquoi il faut les payer? Parce que les centrales, elles ne sont pas rentables. Parce que pour avoir une centrale rentable, il faut qu'elles fournissent vraiment. Il ne faut pas qu'elles fonctionnent le tiers du temps, ou les 2 tiers du temps. Il faut qu'elle fonctionne, elle est faite pour fonctionner. Et donc, soit il y a des mécanismes de capacité, soit il y a des mécanismes d'effacement, c'est-à-dire, en France, on s'en va plutôt là-dedans, c'est-à-dire on va payer les entreprises, on va dire, écoutez, nous, ça nous arrange, on vous donne 15 kg, si vous acceptez pendant 10 jours par an d'arrêter votre demande d'électricité quand on le souhaite. Alors d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est qu'en général, ça se fait avec des grandes entreprises, et que les grandes entreprises ont les moyens d'avoir des groupes diesel, et donc, hop, elles vont remplacer l'électricité renouvelable qui est imposée par le vent
par une électricité diesel, donc c'est très très douteux comme mécanisme. Évidemment, ça vous le savez déjà, je pense, c'est que l'énergie que va produire l'éolienne qui est à 2 km de chez vous, décidément non, vous ne pourrez pas vous brancher dessus, vous resterez branché sur le réseau normal et vous ne pourrez pas en bénéficier. Ce qui est d'ailleurs à mettre en parallèle avec le petit éolien ou le photovoltaïque, qui lui peut se partager, parce que le petit photovoltaïque, c'est-à-dire que si vous avez un petit photovoltaïque sur votre toit ou une petite éolienne, ça vous pouvez éventuellement partager sur le réseau basse tension. Hein, c'est totalement différent comme philosophie. Mais il n'y a pas de lobby des petites éoliennes, ni des petits photovoltaïques. Alors, on va maintenant réfléchir sur est-ce que cette énergie qu'on fabrique, parce que vous savez, on nous dit c'est gratuit et c'est propre. Alors on va voir si c'est vrai. Alors, ça, c'est une carte que je trouve extrêmement intéressante, c'est la carte de l'Europe. Hein, et vous avez ça disponible même sur votre portable, si vous le souhaitez, ça s'appelle electricitymap.org. Et là, ça vous permet de savoir en temps réel, c'est-à-dire seconde après seconde, vous allez voir quelle est la quantité de CO2 que vous créez pour chaque kilowattheure que vous fabriquez. Donc, par exemple ici, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une échelle en bas, bon, c'est toujours difficile à lire, mais ce qu'on voit, c'est que plus c'est vert, plus c'est propre, et plus c'est noir, moins c'est propre. Bon. Alors, on va regarder un petit peu. L'Angleterre, aujourd'hui, je l'ai pris ce matin à 8h35, hein, il fallait bien que je le prenne à un moment donné. Bon, ce matin à 8h35, l'Angleterre, elle émettait 267 grammes de CO2 par kilowattheure. D'accord ? Au même moment, l'Espagne, c'était 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Ah, le pays phare, le Danemark, celui qui est champion d'électricité propre, il fabriquait 546 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'Allemagne, 505. La Pologne, 763. C'est pas mal, hein? Alors, on va regarder, nous, ce qu'on produisait. On produisait en France 76 grammes de CO2 par kilowattheure, et puis en Suède et en Finlande, 52 et 53. Donc, si vous voulez, on nous rabat les oreilles qu'il faut réduire les émissions de CO2. Bon, on est les champions d'Europe. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a autre chose derrière. Bon, bien sûr. Alors, j'avais oublié le Portugal, 480 grammes par kilowattheure. C'est intéressant quand même parce que le Portugal est souvent donné en exemple comme un pays merveilleux où ils ont de l'électricité qui est donnée par les éoliennes. Bon, ce jour-là, c'était 480 grammes par kilowattheure. Si vous voulez, il faut se méfier d'une chose, c'est qu'on raisonne toujours en moyenne. On vous dit, on produit de l'électricité pour 5 000 personnes, 10 000, 100 000 personnes. Bon, très bien, mais c'est en moyenne. Mais la moyenne, ça ne marche pas. Vous avez vu tout à l'heure, c'est des pics. Hein, donc, ça n'a pas de valeur en soi. Alors, je vous rappelle que la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'électricité qu'on produit est propre? Alors, je vous entraîne un petit peu dans un truc compliqué. Je suis allé chercher des données sur le site de RTE, Réseau de transport d'électricité. Alors là, je veux dire, on est en démocratie tant qu'on trouvera ces données sur RTE. Le jour où on arrêtera de trouver ces données, je me poserai vraiment des questions. Je pense que je partirai vivre ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez, on voit ici, par exemple, que la puissance, en 2014, 2015, 2016, 2017, je suis allé chercher la puissance installée en thermique à combustible fossile, en éolien, en hydraulique, en photovoltaïque, etc. Voilà. Donc, vous avez des informations qui vous sont données. Et en même temps, vous avez des informations qui vous sont données sur l'énergie produite par ces différentes centrales. OK? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder ce que ça donnait. Donc, entre 2014 et 2017, on est passé de 14 412 MW de solaire et d'éolien, d'accord? J'ai agrégé les deux. Donc, de 14 412 MW, on est passé à 2017 à 21 219 MW.
Alors vous allez me dire, si on met des énergies renouvelables, c'est pour faire baisser le CO2, donc c'est pour utiliser moins les centrales thermiques fossiles. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Entre 2014 et 2017, eh bien, on a produit 27 TWh d'électricité fossile en 2014 et que c'est monté progressivement à 54 en 2017. Donc, on a atteint exactement l'objectif inverse de celui qu'on s'était fixé. Alors, si on va un peu plus loin, on regarde, si vous voulez, c'est toujours sur RTE, j'invente rien. Hein. Sur RTE, on vous dit qu'un groupe charbon, c'est une centrale au charbon, ça émet 0,96 tonnes de CO2 par mégawattheure produit. Et puis les groupes fuel, 0,67, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment pris sur les données du RTE. Donc, si on utilise ça et qu'on convertit ça, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'entre 2014 et 2017, les émissions de CO2 sont passées de 17,5 millions de tonnes pour la production d'électricité seulement. Je ne parle pas du P des vaches ou bien de vos voitures. Hein. Donc, de 17,5 millions de tonnes à 30,7. C'est-à-dire qu'en 4 ans, on a réussi l'exploit merveilleux, après avoir augmenté de 47% la disponibilité de puissance électrique en solaire plus éolien, on a réussi à augmenter de 75% les émissions de CO2. Alors, comment est-ce que vous pouvez croire encore à ça? On vous dit, on vous répète, et d'ailleurs, en guise de conclusion là, sur cette affaire-là, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est urgent de décarboner la production d'électricité. Monsieur Le Cornu, monsieur, comment il s'appelle, notre président, dit ça. D'accord? Il le répète. Sébastien Le Cornu, BFM, le 26 février. Exactement ces paroles-là. Donc, on peut s'étonner de voir que les émissions de CO2 augmentent alors qu'on devrait les voir se réduire. Bon, eh bien, c'est assez simple en fait. C'est tout ce qu'on a vu. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai montré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fonctionner des éoliennes, sans faire fonctionner des moyens puissants à côté, associés, qui vont prendre le relais quand le vent faiblit, ou augmenter quand, ou s'effacer quand le vent monte. Voilà. Donc au fond, c'est ce qu'on disait depuis toujours, mais personne ne le croyait. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on fait très peu. Parce que finalement, qui est-ce qui fabrique du CO2 en France? Donc on l'a vu, ce n'est pas l'électricité. Ça, on l'a vu. Hein. Enfin, un peu moins maintenant. Bon. Mais donc, c'est le transport routier, et puis c'est le résidentiel. C'est les deux choses sur lesquelles on a des progrès fantastiques à faire. Et là-dessus, je vais vous passer quelque chose de vraiment intéressant qui va, je crois, vous permettre de comprendre tout ça. Donc, c'est précisément ce que je vais faire maintenant. Je vais vous faire peut-être tendre un peu l'oreille, mais je pense que vous entendrez bien. Donc, je vais vous passer une petite vidéo de ce fameux monsieur Jean Covici dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je mets la gomme. Excusez-moi, je me rappelle. Ah. Ça dépend ce qu'on cherche. Si on veut faire des éoliennes, ça sert à quelque chose. Si on a des objectifs qui ne sont pas des objectifs de moyens, mais des objectifs de résultats, ça dépend de l'endroit où on se trouve et ça dépend de la situation de départ. Alors si on prend la France, oui, je nous sommes en France, si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ça ne sert à rien, puisqu'on s'attaque à un sujet qui est l'électricité. L'électricité en France est déjà produite pour l'essentiel avec des moyens qui n'émettent pas de CO2, ni le nucléaire, ni l'hydroélectricité n'en émettent. Donc on a déjà, entre guillemets, réglé le problème sur la question du climat. Oui. Si on veut s'attaquer à la question du risque nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on fait des éoliennes, on va baisser le nombre de réacteurs. Alors les bonnes nouvelles pour eux, on ne baissera pas le nombre de réacteurs, on va baisser le facteur de charge. Quand on regarde, ce qui veut dire qu'on va garder les mêmes réacteurs et s'en servir un peu moins. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, l'Allemagne en
pilotables, celles qu'on peut tourner le bouton et l'électricité rapidement, voilà. En 2002, ils en ont 100 gigawatts aujourd'hui, ça n'a pas bougé d'un iota, ils ont un peu moins de nucléaire, un peu plus de gaz, et ils ont rajouté par-dessus 100 autres gigawatts d'éolien et de solaire. Bon. Donc ils ont gardé le parc, simplement ils baissent le facteur de charge, et si vous gardez un parc en baissant son facteur de charge, vous baissez ses recettes, donc vous avez le même objet à entretenir avec moins d'argent. Donc je ne pense pas que ça va le faire. Et enfin sur le plan de l'emploi, ça ne sert pas non plus l'objectif, puisque quand vous remplacez un mégawattheure nucléaire qui demande 1 euro d'importation en gros, par un mégawattheure éolien qui va demander plus que 1 euro d'importation, puisqu'une partie des composants vont être importés quand même, macroéconomiquement, vous détruisez de l'emploi dans le pays. Donc vous en créez dans la filière, mais vous en détruisez plus en dehors. Vous êtes en train de détruire les éoliennes dans 2 temps en mouvement. Je suis en train de dire que si on veut s'attaquer à la question du climat, il faut s'occuper d'autre chose. Donc il faut s'occuper des énergies renouvelables thermiques, de la chaleur, de ce qui nous sert à nous déplacer, du pétrole, de ce qui nous sert à nous chauffer, du gaz et du pétrole, et ce qui sert à faire tourner l'industrie, du charbon, du gaz et du pétrole. Voilà. La Cour des comptes l'a dit très récemment, elle a dit on est en train de mettre de l'argent, mais là il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas le seul à le dire. Si vous le découvrez, je suis heureux d'être posé sur ce plateau, mais je ne suis pas le seul à le dire. Notre mix énergétique alors, il va réellement changer dans les années qui viennent? Est-ce que notre mix va changer? Notre mix, il est ce qu'on a envie qu'il soit. Donc si le but du jeu, c'est de lutter contre le changement climatique, c'est urgent de surtout plus s'occuper de faire de l'éolien. On a déjà dépensé 120 milliards dans le solaire et l'éolien dans ce pays, enfin engagé, on n'a pas encore dépensé, mais engagé à fin 2017, là on va en rajouter 25. Avec ce même argent, on aurait pu offrir une pompe à chaleur à la quasi-totalité des Français chauffés au gaz et au fioul. Mais c'est quoi, gaspiller de l'argent là où on n'en a pas besoin? Évidemment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de jeter l'argent par les fenêtres là où c'est pas utile, pendant qu'on ne s'attaque pas à mettre de l'argent là où c'est vraiment utile. J'ai peut-être une première question à vous poser. Les éoliennes, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça dépend ce qu'on cherche. Excusez-moi, c'est parti en boucle. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que, juste un mot sur les pompes à chaleur. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en gros, vous remplacez une résistance électrique par une pompe à chaleur. En gros, vous mettez 1 kW dans une résistance électrique, elle vous donne 1 kW de chaleur. Dans une pompe à chaleur, vous mettez 1 kW, elle vous en donne 2.